Oui, Non, mais j'écoute. parlons de. Peu importe. Moi, introspection. Et si on préparait rien? Et Ah, si on y il y a allait? de la lumière Non, mais et allons-y, tout. Oui, j'enregistre, c'est ça ma patte. C'est que j'enregistre quelques secondes avant que ça commence. Ok, super. Pour mettre en jambe. Très bien. Et Mais on était prêts. ok, mais du coup, alors tu lances et. Ça y est, c'est déjà lancé là. Là, je vais pas Déjà cutter. lancé. Mais oui, mais Ouais. faut se mettre un petit peu, faut se ramper. Mais on s'est Oui, rampé. mais on s'est rampé. Ça fait 1 heure qu'on parle. Et c'est d'ailleurs pour ça que. Putain, mais attends, le micro, il a mis. Pourquoi tu paniques? Soit dans ton énergie masculine. On y va. Soit Napoléon. Soit Napoléon et affronte tout. En fait, c'est pas vraiment l'énergie masculine parce que tu vas aussi ressentir et dire les choses. Et voilà, D'énergie, tout quoi. tout simplement. Énergie, bienveillance. On y va? Très bien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de l'Esthète. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir d'ailleurs chez Thomas. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un nouvel épisode, comme toujours, où on va divaguer, où forcément le sujet principal ne sera abordé que quelques minutes au début de ce podcast. On ne sait pas. On va voir. On est sur des nouveaux invités, une nouvelle vibe, un nouveau souffle, on va dire. Donc voilà. Alors, on commence quand même par le sujet. Alors déjà, le postulat de base, c'est que Thomas est beaucoup dans l'introspection. Pierre aussi. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que tu avais pas mal d'objectifs. Tu essayes beaucoup de périodes de ta vie où tu vas arrêter certaines choses, comme par exemple l'alcool, etc. Tu vas nous expliquer pourquoi tu as mis ça en place et qu'est-ce que ça t'a apporté, quel est le résumé que tu peux en faire. Et donc le sujet, c'est donc les addictions et principalement la pornographie. Donc, Principalement, s'il te plaît, alors respecte-moi. non, 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 mais je veux dire, Je suis maintenant Et- pour Alix pour l'image Non, des Français. Merci à tous. Non, mais D'accord, écoute. non, non, il n'y a personne qui écoute, t'inquiète pas, il n'y a que des personnes que je connais qui écoutent, donc non, non. Non, je disais que là, le sujet principal du podcast, c'était la pornographie, pas que tu étais addict à ça, ne t'inquiète pas. Donc tu vas nous expliquer, je te tends le bâton de parole. Ça marche. Peut-être pour expliquer un petit peu déjà le point de départ, tout ça. C'était un petit challenge que je me suis fixé il y a du coup tout petit peu plus d'1 an là, puisque j'ai passé la date. D'ailleurs, on a rebu hier, mais très sympa. Donc petit challenge d'1 an sans alcool. Et le but, c'était de prendre une année pour comprendre un peu ce que je veux faire dans la vie, prendre le temps de le faire, prendre le temps de le faire sobre, du coup de sortir moins, d'axer ma vie sur des choses qui sont un peu plus saines, on va dire, même si j'étais pas. Les gens me demandent souvent, et je l'ai eu beaucoup hier, si je buvais beaucoup trop ou quoi. C'était pas le cas. Je pense que voilà, je buvais comme un jeune cadre parisien dynamique, on va dire. Et ben voilà, mais voilà, quand même le week-end, sans addiction, sans que ce soit un problème dans ma vie ni rien. Mais quand même un petit rythme un peu sympa, quoi. Surtout les week-ends, je buvais quand même pas la semaine. Et donc voilà, d'arrêter de boire, c'est sûr que ça a impacté ma vie hyper positivement, on va dire. Et ça m'a permis de faire une année où je suis allé chercher plein de choses sur le perso, sur le pro. Et ça a été du coup quelque chose, comme je cherchais ce que je voulais faire. J'ai beaucoup écrit, je me suis beaucoup renseigné, je me suis beaucoup documenté aussi. Et du coup, voilà, j'ai fait des petits pas, j'ai cliqué des choses, je pense, cette année qui étaient intéressantes, quoi. Tu veux poser une question? Je voulais souligner le fait que tu avais dit que, vu que tu faisais ce challenge, tu sortais moins. C'est un fait, c'est-à-dire que si tu sors et que tu ne bois pas, tu n'y voyais pas l'intérêt ou juste ça n'était pas propice à. Non, je pense que le fait de moins boire, forcément, il y a ce truc où tu vas forcément un petit peu moins sortir. Voir tu te mets moins en contact avec le truc que tu essayes de pas faire. Donc, c'est un peu le truc mécanique. Et je pense que ça, c'est un pendant du truc dans lequel je suis tombé assez vite. C'est que je suis vite rentré dans des routines et on pourra en parler juste après. Mais moi, je suis un homme de routine. J'aime bien avoir des semaines qui sont millimétrées. Les routines, c'est des choses qui me permettent de voir que j'avance dans la vie. Donc,
je suis très habitude addict, voilà, se lever tôt, prendre soin de soi, écrire, méditer, etc. C'est des choses que j'ai mis en place. Et du coup, on peut rentrer vite dans ce truc où on rentre dans cette bulle de focus un peu. Et sur les premiers mois, j'ai quand même 2-3 mois où du coup, je voyais un peu moins de potes, je voyais moins les gens. Et ça, on peut vite s'isoler aussi. Donc, il y a un moment donné où je me suis forcé un peu à me dire, ok, en fait, sors quand même, va voir du monde, va voir des potes, aère-toi, etc. Il n'y a pas que le focus et le fait de bourriner, d'aller chercher des réponses à tes questions. Oui, c'est important, mais c'est important et c'est évident de se dire qu'il me faut quand même des petites phases un peu détente. Mais du coup, j'ai dû réapprendre à le faire sans boire. Mais c'est un petit apprentissage en vrai, mais ça va très vite. En fait, à partir du moment où on passe une soirée, moi ça a été mon déclic. J'ai passé une soirée pour mon anniv l'année dernière, c'était en décembre, où j'ai fini à 5h du mat avec des potes dans une boîte et j'ai passé une super soirée sans boire une goutte, sans drogue, sans rien. Et du coup, ça a été mon déclic. Je me suis dit, en fait, je peux passer des super soirées si je suis bien entouré. Donc voilà, mais c'est un truc quand même ouais, qui peut être dangereux ou vite se dire, tu t'isoles, tu vois plus personne. Voilà quoi. C'est étonnant que tu dises qu'en fait, que tu es en train de dire que l'alcool te permet de sortir, c'est ça ou ça te donne envie de sortir parce que tu sais que tu vas boire? Est-ce que c'est quoi? C'est l'état dans lequel ça te met qui te donne envie de sortir? Ou est-ce que tu peux un peu nous expliquer? Je ne sais pas si Pierre, tu as la même vision de l'alcool. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ta vision avant que Thomas puisse répondre? Oui, peut-être. Je fais juste une petite digression. Je savais pas que le podcast s'appelait L'esthète. J'aime beaucoup. Ça me plaît. Voilà. Non, pour en revenir à l'alcool, en fait, je pense pas que ça soit le fait de dire euh, j'ai l'opportunité d'aller boire ce soir, donc je vais sortir. C'est pas l'alcool qui motive la sortie. En revanche, évidemment, l'alcool, c'est pour certains, ceux qui aiment le consommer, un plaisir. Ça peut être bon, tout simplement. On peut aimer boire une bonne bière, un bon vin, un bon whisky, ce genre de choses. Et avec ça vient aussi l'ivresse. Et l'ivresse, c'est quelque chose aussi, comme son nom l'indique, d'enivrant, qui nous désinhibe et qui nous euphorise aussi. Donc, nous met dans un état physique et psychologique, psychique, de détente, d'amusement, et tout ça associé à un cadre amical, joyeux, fait qu'on passe des bons moments. Voilà. Donc évidemment, le tout s'associe. Le tout s'associe. Et donc naturellement, le cerveau étant, comme le disait Thomas, facilement, comment dire, enivré, non. Alors, d'un point de... Oui, oui, voilà. Pour sortir, du coup, je vais boire. Mais je pense que moi, ça a été une de mes réalisations, c'est de me dire, je me suis rendu compte à quel point, quand je sortais, c'était automatique pour moi de boire. En fait, je me posais pas la question et c'est quelque chose que je faisais depuis qu'on est ado, quoi. Et même quand j'allais boire des coups avec des gars, des potes en terrasse, en fait, tu prends 2 pintes. Tu sais, c'est le truc, vas-y, tu prends quoi? 2 pintes, ok, 2 blondes, let's go, quoi. Sans me poser la question, en fait, est-ce que j'ai vraiment envie d'une bière? Et on parlait du goût tout à l'heure. Moi, je me suis rendu compte cette année, en fait, que j'aime pas l'alcool. J'aime pas boire de l'alcool. Je te coupe parce que justement, je voulais vous poser la question. Moi, j'aime certains alcools, mais je ne bois. Enfin, j'ai jamais été bourrée, j'ai jamais pris d'alcool pour ça. Donc, c'est pour ça que je vous pose aussi des questions un petit peu, pas en mode fan, mais un peu quand même, un peu pour comprendre l'état. C'est assez fascinant parce que après, c'est peut-être aussi personnel. Moi, j'ai besoin d'avoir du contrôle sur moi, donc c'est peut-être aussi pour ça que je vais pas jusque là. Mais c'était pas par rapport au goût ni par rapport à l'envie, mais vraiment par rapport à ce que ça va vous faire ressentir comme sensation et ça va vous désinhiber. C'est plutôt ça que le goût, en fait, finalement. Je pense qu'il y a quand même des petits alcools que j'aime bien. Tu vois, manger un fromage avec un bon vin, oui, mais globalement, l'alcool, là où je buvais beaucoup d'alcool, c'était clairement pas dans une logique de plaisir et de goût, tu vois. Donc
donc ouais, voilà. Oui, donc on disait, le cerveau et les choses font qu'on marche souvent par association. Donc évidemment, on associe le fromage à un bon vin, un bon petit verre de rouge. Ah oui, ce petit comté là avec un petit verre de rouge, hein, voilà. Bon. Un petit chèvre aussi. Ou un petit chèvre, voilà. Bon. On associe, et pareil, il fait beau, on est en terrasse, il y a du soleil. Ah là, je me bois une bonne grande pinte bien fraîche, voilà. Je serais plus rosé, mais bon. Ou un petit rosé piscine, voilà, selon les goûts. Ou le spritz, ou peu importe. Et donc, en réalité, oui, on a ce côté où on associe à des moments de détente aussi une consommation d'alcool et ses effets potentiellement. Et puis, je pense qu'on découvre l'alcool aussi d'abord et initialement pour son effet et pas pour son goût. Comme le café, la première fois qu'on en boit, je pense pas qu'on aime ça. En l'occurrence, j'en bois pas, mais toujours pas. mais ce que je veux dire, c'est que y a toujours un moment où on va chercher, on va découvrir quelque chose, on va pas forcément l'apprécier de suite, mais on est allé la chercher pour une raison. En l'occurrence, l'alcool, voilà, les petites soirées, les booms où on commence à boire quelques bières, on ressent justement cette désinhibition, les fameuses booms. Oui, j'ai commencé très tôt. Ouais. Et non, et après on aime aussi, on s'accoutume à ça. Et surtout, ça devient une pratique sociétale en réalité, notamment en France, qui est très présente. Alors en Europe, pas dans beaucoup d'autres pays du monde, mais en tout cas en France, très présente. C'est-à-dire que il y a une espèce de pression, et ça s'ajoute aussi peut-être aux éléments dont tu parlais, c'est-à-dire que ce qui est difficile au départ, et ce qui t'a peut-être coupé des autres, au moment où tu as dû rentrer dans cette habitude-là, qui est une nouvelle habitude, dont on doit se détacher, se défaire, mais qui n'est pas seulement personnelle, mais qui est aussi une habitude collective, sociétale, c'est-à-dire quand on va boire un coup dans un bar, c'est pour boire de l'alcool. C'est presque mal vu. Ah tiens, tu bois un Perrier. Voilà, ça interroge. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? T'es au régime? C'est ci, c'est là? Bon, il y a nécessairement un regard qui se pose qui est pas toujours agréable ou facile. Voilà. Et donc, il faut réussir à se départir de ça. Mais c'est aussi, je pense, ce qui t'a permis d'aller chercher autre chose. Typiquement, du lâcher-prise, de la joie, du rire et autre chose que dans l'alcool. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que tu vois, il y a un truc qui m'a vraiment marqué. C'est que déjà, quand tu dis que tu bois pas, ça fait réagir, c'est sûr. Et le fait que ça fasse réagir, en soi, moi, je trouve ça hyper intéressant. Parce que tu as un truc de ah, tu bois pas, tout de suite, ça questionne. Et il y a des gens qui vont. J'ai vraiment eu. Je crois pas que j'ai eu le cas de quelqu'un où j'en parle. Enfin, juste, on me propose un verre et je dis non, je bois pas. C'est pas ah, ok. C'est tout de suite ah bon, tu bois pas, etc. Donc, tu vois, ça pose question. Et ensuite, il y a tout de suite la remarque d'après, c'est ah, c'est bien. Et ça me questionne aussi, tu vois. Parce que du coup, ça veut dire que dans l'imaginaire collectif, même si c'est hyper ancré comme pratique, on sait que c'est quand même pas super pour ton corps, etc. Parce qu'en fait, tu le ressens, tu sais que voilà, tu peux en abuser, etc. Donc il y a ce truc-là. Sur la partie que les gens te disent, tu disais c'est le truc qui t'isole, je sais plus qui disait ça, mais en fait, c'est pas ça qui m'a vraiment isolé. Mais par contre, en fait, j'ai pas trop eu le truc, moi, des gens qui me disent allez, bois un verre et tout, parce que très rapidement, les soirées que j'ai faites, je les ai fait avec des gens qui sont mes potes et j'ai pas ces gens-là autour de moi, tu vois. Mais par contre, quand je l'ai eu, je trouve que souvent, il y a cette réaction un peu de ah, si, bois, parce que en fait, il y a des gens qui sont peut-être un peu plus fébriles, en tout cas, enfin, qui sont peut-être pas complètement en ligne avec eux-mêmes, à qui ça renvoie l'image d'une mauvaise habitude pour eux-mêmes, tu vois. Et c'est ces gens-là, en fait, qui vont te dire, bah si, allez, prends un verre, tu vois. Parce qu'en fait, ça les met mal à l'aise, tu vois, que toi, tu fasses un truc qui soit bon pour toi, et que du coup, ça les renvoie à leur image de eux qui sont en train, possiblement, de forcer un peu le truc, tu vois. Pardon, je te passe le micro juste après. En fait, c'est ce qui est étonnant, mais c'est que ça ne devient plus une question de choix. C'est-à-dire que dès que tu fais un choix, qui soit dans un sens comme dans l'autre, il questionne.
quelqu'un qui te dit « Ah bon, tu bois plus tiens, c'est fou, ah c'est bien ». Mais lui, il s'est jamais questionné du pourquoi il buvait. La question, c'est pas est-ce que tu dois arrêter de boire, c'est pourquoi tu bois. Moi, je pense que c'est ça, un rapport sain aux choses, dans la vie à tous les niveaux. Hein. C'est pourquoi tu fais les choses. Typiquement, moi, je sais que j'aime l'alcool, justement. J'aime à la fois le goût et ses effets, et je sais pourquoi je bois. Mais je sais aussi pourquoi, à certains moments, je ne bois pas. C'est ce que j'essaie d'avoir dans une logique de nuance à plusieurs autres niveaux, et c'est pour ça que moi, je salue un an sans alcool, mais à la fois, j'en serais pas capable, dans le sens où j'en aurais pas, enfin, j'ai pas l'envie de le faire, mais aussi parce que je sais que je peux, ou j'essaie, ou je crois que je peux, mais bon, en tout cas, j'essaie d'être dans la nuance le reste du temps. Voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Pardon ? C'est ton podcast, t'as le droit de parler. Oui, un petit peu quand même. Après, le but, c'est quand même de vous laisser parler et d'imprégner un peu tout ce que vous dites et de comprendre et d'analyser. Mais je voulais rebondir sur ce que disait Thomas. Quand les personnes te disent c'est bien, c'est bien. Et les personnes qui te poussent à boire, je pense que c'est aussi parce qu'elles ont peur des effets, dans quel état elles peuvent être dans quelques heures, et elles ont peur justement que tu sois sobre. En tout cas, moi, dans mon cas, j'ai 99% du temps été sobre de toute façon. Et parfois, je bois pas. Et les personnes qui te poussent à boire, c'est aussi parce que... Moi, j'ai déjà eu le cas où quelqu'un me disait « Ah, mais tu vas me voir dans un état dans 3 heures, j'ai pas envie que tu me vois comme ça. Je préfère que tu sois dans le même état que moi. » Tu vois ? Donc, il y a ce cas précis-là. Le deuxième cas, ça va être effectivement les renvoyer à leur propre non-maîtrise d'eux-mêmes, finalement. Et ouais, voilà, ils n'arrivent pas justement à avoir cette discipline. Moi, je pense que c'est plutôt le troisième cas où les personnes vont se dire c'est bien, il a une discipline, il arrive à s'y tenir. Je pense que tout le monde est plutôt dans une démarche de respect. Ouais, c'est plutôt admiratif, c'est le mot que je cherchais exactement, Pierre. C'est plutôt une admiration de se dire en fait, cette personne pendant 1 an, elle a pu aller contre finalement son propre penchant. Son propre penchant, mais aussi la pression sociale dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Donc, après, la pression sociale, j'ai eu un petit rictus quand tu l'as énoncé tout à l'heure. Moi, elle n'a jamais eu d'impact sur moi parce que... Non, parce qu'en fait, si je bois, moi, c'est très rare quand j'ai envie de boire, c'est très rare. Et c'est surtout avec un bon fromage. Ça va être plutôt dans le côté œnologique de la chose ou au niveau gastronomique, par exemple, où je vais vraiment tremper mes lèvres dans un bon rouge ou dans un bon rosé si on est en été. Mais je ne recherche pas les effets. Donc vraiment, je suis dans la démarche totalement émotionnelle et je ressens vraiment juste le goût, en fait. Ça va vraiment être juste le goût, en fait, finalement. Donc. Mais ouais, pour rebondir sur les 2 points, je me prends des petites notes en même temps parce que j'ai plein d'idées. Après, j'ai peur de les oublier. Juste un point sur ça, c'est intéressant et je voulais te poser la question justement parce que toi tu n'as pas eu ce truc de tu regardes un truc sur le micro là, ça me perturbe. Ah oui, d'accord. On peut prendre le temps aussi de poser parce que même s'il y a des moments il y a des blancs, moi j'ai laissé tous les blancs au montage. En fait, d'accord, ok, cool. Ouais, ok, cool. Et sur la façon de répondre, moi c'est intéressant parce que toi t'es pas quelqu'un qui a arrêté à un moment donné, c'est juste que t'as jamais trop bu, etc. Et moi je trouve qu'il y a eu un switch à un moment donné dans les interactions que j'ai avec les gens. Au début, quand je disais que je buvais pas parce que je venais d'arrêter, on me proposait un verre et j'étais en mode ouais non désolé je bois pas machin, et du coup là il pouvait y avoir de plus en plus de bah si allez, parce que tu vois j'ouvrais en fait une porte à partir du moment où j'ai commencé à répondre en mode non je bois pas, juste comme ça, sûr de moi, ça a coupé en fait. Tu sais, les gens étaient ok, en fait, en fait, la manière dont tu présentes les choses aussi, tu vois, ça change. Je trouve que ça change beaucoup de choses, quoi. Et je pense que toi, tu es cette personne-là, tu vois, depuis toujours, où tu dis, bah non, je bois pas. Et en fait, c'est même pas un problème, c'est même pas un sujet. Et vite, tu vois, ça devient un non-sujet, du coup, tu vois. Moi, je veux réagir sur ce que tu viens de dire, Thomas, sur le non désolé. Donc ça veut dire qu'il y a une invitation déjà de base. Ouais. C'est-à-dire que la personne, tu sens qu'elle a une invitation, elle veut te faire partager ce qu'elle partage elle-même, c'est-à-dire les sensations de l'alcool. Ouais. Donc finalement, si tu dis désolé, ça veut dire déjà, premièrement, effectivement, que tu n'es pas sûr de toi, que tu ne sais pas pourquoi tu le fais, et troisièmement, que tu rejettes quelque chose de positif de quelqu'un. Quand on est désolé, c'est qu'il y avait une intention positive extérieure. Enfin, je pense, en tout cas, c'est mon avis.
Et là, en l'occurrence, ça voudrait dire que tu ressentais que la personne, peut-être au début, t'étais pas sûr de toi parce que tu savais qu'elle voulait que tu partages ce même moment et c'est même parce que finalement c'est une connexion. Deux personnes qui vont boire la même consommation d'alcool vont ressentir le même impact finalement. C'est un truc social au final. Au final, c'est un truc aussi qui lie les gens, etc. Mais j'aime bien ta manière d'approcher le truc. Moi, le deuxième sujet, c'est sur le pourquoi. Tu parlais du pourquoi tout à l'heure. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'essaie de documenter aussi un peu. Mais moi, j'ai une personnalité très extrême qui fait que je suis dans l'excès pour tout. Ça a toujours été le cas. Dès que je fais un truc, je suis à 2000%. Ça, c'est le cas pour. Exactement ce que ça veut dire extrême. Bah, c'est-à-dire que je suis pas dans des notions d'équilibre, je suis pas dans un truc de nuance, voilà, je suis pas dans la nuance. Donc, je vais me mettre au boulot, bah, je vais me tuer pour un objectif, quitte à me mettre dans le rouge à fond. Je vais faire la fête, je vais y aller à fond. Et c'est autant vrai dans ma vie, dans des trucs qui sont positifs comme des trucs négatifs. Et mon combat vraiment de vie, c'est de me rapprocher vers une forme d'équilibre. Et c'est juste pas ma personnalité. Et Est-ce que c'est pas par phase? alors si, c'est très cyclique justement, mais moi avant c'était des cycles, on va dire, dans le bon puis dans le mauvais. C'est-à-dire que je pouvais me mettre des 3 mois de routine extrême, à me lever hyper tôt, à sortir des phases de prod, des projets, etc. De dingue. Et après, tac, j'allais décrocher, me mettre une phase où j'allais faire que sortir. Ça a vraiment été le cas pendant des années. Et plus je les identifiais ces cycles, plus j'essayais de les lisser, de faire en sorte qu'ils partent moins dans les on va dire dans les extrêmes et de faire des choses qui commencent à être un petit peu plus régulières. Mais du coup, mon point c'est de dire que en effet, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas besoin de faire une année sans alcool parce qu'en fait, c'est des personnes qui arrivent à chercher, et je pense que c'est ton cas, Pierre, à trouver de la modération tout de suite dans les choses. Moi, j'ai une tendance à les choses que j'aime bien, à aller tout de suite vite, en abuser trop vite, trop loin, quoi. Et du coup, c'était aussi enfin, c'était plutôt une conséquence, mais je me rends compte à quel point ça a été positif, c'est que du coup, ça a fait baisser mon référentiel, le fait d'arrêter complètement pendant un an. En fait, ça m'a complètement, ouais, ça a transformé mon référentiel. Et maintenant, pour moi, hier, on n'a pas bu tant que ça, mais finalement, j'ai bu 2 verres et tu vois, peut-être un peu plus quand même. J'ai pas dû boire tant que ça, mais ça a rien à voir avec une soirée que j'aurais pu faire avant. Et en fait, c'était aussi ça l'idée, c'était de me dire, ok, là, je me fais vraiment un changement de vie pour passer sur un truc beaucoup plus réduit, quoi. Bah, finalement, tu t'es prouvé aussi que tu n'avais plus besoin de ça. Ouais. Alors, en effet, c'est une question de manière d'aborder les choses et de les sentir. Tu as eu besoin de t'imposer cette rigueur-là, mais l'important, c'est qu'est-ce que tu en tires finalement au bout d'un an. Et là, tu le vois. D'abord, de un, tu as arrêté de sortir et tu as vu que tu pouvais sortir, profiter, t'épanouir, rencontrer sans l'alcool. Donc, tu t'es départi de ça sur cet aspect-là. Et puis, hier, on a bu un peu plus que 2 verres, mais on n'a clairement pas été dans l'excès. Et on a tenu jusqu'à 5 heures du mat, en passant une bonne soirée, en ayant un petit peu d'ivresse, juste comme il fallait, tu vois. Et c'était bien. Un peu plus facile de draguer. C'est vrai qu'on peut en parler, mais évidemment. Bah, en fait, bon, en soi, là, pour le coup, il n'y a pas 10 000 choses à dire en même temps parce que c'est mécanique, c'est neurologique. Voilà, il y a un système neuronal qui fait que bah, l'alcool te désinhibe un certain nombre de choses, notamment ton rapport aux autres, au monde, Ton rapport à toi surtout. ton rapport à toi, les interactions que tu peux avoir. Voilà. Tu as plus d'assurance qui monte, l'assurance monte plus facilement et tu as moins un regard sur toi, je dirais, hein, parce que moi je l'ai pas vécu, mais tu te juges beaucoup moins. Par exemple, si tu te dis, par exemple en tant qu'homme, tu vas te dire, bon, je vais faire cette approche-là à cette fille-là, sobre, tu vas dire, je vais être ridicule et tu vas te juger et tu vas juste ne pas avoir l'assurance de le faire. Je pense que vous allez me confirmer ça ou non. Sous ivresse, enfin sous l'alcool, hein. Sous ivresse. Sous ivresse, sous état d'ivresse. C'est vrai. Un peu à la Jean-Luc Godard, je sais pas quoi. Film d'auteur. Mais là, tu vas moins te juger, tu vas dire, je m'en fous qu'il y ait un rejet ou pas, je l'accepte. Donc il y a aussi l'acceptation peut-être du rejet et juste ne plus prendre les choses au sérieux et au premier degré, mais au millième de degré, quoi, finalement. C'est un peu d'ailleurs le problème de toutes les personnes extrêmes qui vont tomber dans l'alcoolisme, la drogue, etc. C'est parce que la sensation que tu as
de désinhibition, de plaisir, de lâcher prise avec ces choses-là, qui sont en réalité illusoires, puisque tu es toujours la même personne, tu as toujours le même mode de pensée, toujours tes mêmes torts, sauf que tu les oublies, tu ne les sens plus, et tu crois, en étant dans cet état, que tu es différent, mais tu es toujours le même. Bon, voilà. Mais quand tu sais ça, pour moi, tu tombes pas dans l'excès. C'est pour ça que, tu vois, c'est ce qu'on vient de dire, c'était intéressant que tu puisses te rendre compte que c'était pas l'alcool qui te permettait d'aller vers les autres, de rencontrer, et que tu es allé chercher ça autrement ailleurs, quoi, finalement. Ouais, et ça a été une vraie réalisation de me dire, putain, moi j'avais vraiment un doute à un moment donné de me dire, en fait, j'aime trop l'alcool, j'aime trop les trucs qui altèrent un peu mon esprit pour faire la fête. Et de me rendre compte qu'en fait, non, ça c'était une vraie validation pour moi cette année de me dire, non, j'aime la fête pour la fête en fait. Et j'aime rencontrer plein de gens et ça fait partie de ma personnalité. Et ouais, c'est vrai que ça a été un vrai apprentissage cette année de le décorréler complètement de ce truc-là. Sur l'ivresse, euh, je pense que tu vois, c'est quand même un truc. C'est marrant, tu parlais du contrôle tout à l'heure. Moi, je suis très contrôle fric, tu vois. Et j'en parlais tout à l'heure un peu. Je suis vraiment un homme de routine. Ma routine, elle est millimétrée. J'aime bien être, voilà, j'aime bien maîtriser tout ce qui se passe dans mon environnement. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'aimais bien ces phases où tu te décroches en fait, parce que finalement, c'est aussi un échappatoire d'un moment où, waouh, ça y est, tu relâches tout, tu vois. Tu te laisses aller, l'histoire d'une soirée. Et tu vois, même hier, en vrai, ça m'a fait du bien d'être un peu moins dans mes réflexions parce que ça, c'est un truc cette année où j'ai pu aller beaucoup plus loin dans l'introspection parce que j'avais jamais des moments où je décrochais complètement. En fait, quand tu te mets une soirée, quand tu te mets de l'alcool ou ceux qui sortent et qui prennent de la drogue, etc., tu, tu lâches prise, mais tu déconnectes aussi ton flux de pensée, tu vois. Et moi, cette année, j'ai plus eu ça, du coup. Et les trucs, tu vois, les ruminations, etc., c'était vraiment non-stop. Et je pense que j'ai pu aller beaucoup plus en profondeur dans certaines réflexions, justement parce que je les interrompais pas. Alors, du coup, c'est beaucoup plus dur parce que ouais, en effet, t'as moins cet échappatoire. Après, je les ai mis ailleurs, tu vois. J'ai mis énormément dans le sport, voilà, dans mes potes, etc. J'ai remplacé, en fait. T'es obligé de remplacer. Tu vois, t'as forcément un effet de compensation quand t'arrêtes quelque chose comme ça. Juste pour rebondir, je te pose juste la question, si on peut poser la question honnêtement et que tu réponds honnêtement, le fait que tu aies arrêté l'alcool, est-ce que cette non-consommation, elle s'est reportée, on peut dire tout ce qu'on veut ici, hein, bien sûr, sur d'autres drogues? Parce que c'est ça la question. J'arrête l'alcool, mais si c'est pour aller sur d'autres drogues, voilà. Ouais, non, j'ai eu beaucoup la question cette année. Euh, alors non, parce que du coup, c'était pas en cohérence avec mon projet, tu vois. Le projet, c'était de faire une année d'introspection, d'aller me poser des questions, faire attention à mon hygiène de vie. Donc, je faisais pas moins d'alcool pour me mettre, tu vois, de la drogue tous les week-ends, etc. J'ai quand même eu quelques fois cette année, mais je l'ai fait à un niveau que je considère normal, qui est je pense, 4 fois cette année sur des events un peu spéciaux que j'ai choisis, où j'y allais avec des potes, etc. Mais c'est pas quelque chose qui a impact. Enfin, et du coup, j'ai beaucoup réduit cette partie-là aussi, quoi. Moi, je réagis un peu. Est-ce que c'est bien? C'est bien, ça te va bien. On est bon? Ça tourne? Ok. T'imagines ça tourne pas depuis le début. Ah, ça serait marrant. Bon, on aurait eu une discussion intéressante, dans tous les Mais, cas. de toute façon, on pourra réécouter ce podcast, tu vois, dans 10 ans. Tout à fait. Internet est immortel. Oui. Je sais pas si ça me fait peur. Mais par rapport à ta réflexion, du coup, et ce que tu dis, moi je pense qu'en fait la contrepartie, elle se fait pas forcément. Tu remplaces pas la drogue, enfin l'alcool par la drogue. Dans ton cas, pour moi, tu me diras ce que t'en penses. T'as remplacé l'alcool et une forme de laisser aller par l'ultra rigueur. En réalité, c'est ça ta compensation. Elle est là. Mais c'est totalement une drogue. On en parlait. C'est une drogue évidemment qui a une influence positive sur toi, mais disons que c'est quand même c'est pour ça que c'est important. Et tu le disais Thomas, hein. Tu disais on est obligé de compenser. Bah oui, en fait, d'une certaine façon, mais c'est parce que la vie n'est qu'équilibre. Mais en réalité, tu vas chercher aussi là-dedans une forme alors d'un point de vue intellectuel, mais aussi d'un point de vue, j'ai l'impression de revenir à ça à chaque fois, mais hormonal,
cérébrale. Tu vas te créer des charges de dopamine en te prenant ta douche froide le matin, en faisant ta médite et en étant apaisé, tu vois, en riant, en allant le sport, quoi. C'est tout ça, c'est de l'adrénaline, c'est de la dopamine, c'est des choses qui t'amènent finalement aussi physiquement les mêmes choses que l'alcool, que la drogue, etc. Donc c'est assez étonnant comment tu peux réorienter en fait ta manière de profiter et de vivre les choses avec des modes de consommation ou des modes de vie qui sont beaucoup plus sains et beaucoup plus clean, quoi. Bah, en fait, sur ça, sur la compensation, euh, j'avais déjà essayé d'arrêter des petites addictions auparavant et je le connaissais ce mécanisme en fait. Du coup, je savais que ça allait se produire. Je savais très bien qu'à un moment donné, j'allais avoir envie, etc. Et donc, j'étais vigilant sur le fait que je voulais rediriger cette énergie-là tout de suite dans des choses qui étaient positives. Donc, c'est pour ça que j'ai focus sur le sport. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, et ça m'a beaucoup sauvé. Et il y a quand même un truc, tu vois, t'en parlais de oui, tu remplaces par des choses, etc. Mais moi, ça me traînait dans la tête depuis longtemps, avant que je déclenche l'année sans alcool. Mais le truc je me mettais des soirées, en fait, c'est tous les plaisirs un peu court terme, tu vois. Et c'est vrai pour toutes les addictions. C'est le quick crush, c'est le petit coup de sucre, c'est l'alcool, machin. Mais j'avais toujours le lendemain, en fait, un truc, c'est pas un plaisir, tu vois, qui est durable. Et en fait, j'ai vraiment une quête dans ma vie maintenant et je crois énormément à ça, que toutes les bonnes choses prennent du temps, que voilà, il faut travailler pour avoir des choses qui durent dans la vie, etc., qui sont bonnes, en fait, tout simplement, en elles-mêmes et sur du long terme. Et du coup, c'est vrai que j'adore ce concept-là et de me dire, bah oui, en fait, quand tu prends une douche froide, c'est dur, mais en fait, tous les trucs qui sont un peu durs à faire, c'est ces trucs-là qui t'emmènent un peu de bonheur sur du plus long terme et dont tu vas être fier, et tu vois, et c'est vrai, avant de rentrer dans ta douche froide, bah t'as pas envie de rentrer dans ta douche froide, c'est dur et tout, t'as pas envie, c'est horrible. Mais quand tu sors de ta douche froide, putain, t'es parti sur 4 heures de ride d'endorphine incroyable, tu vois. Et pareil pour le sport, quoi. C'est dur d'aller à sa session, mais à partir du moment où tu as mis les chaussures, que tu as fait ta sèche, tu rentres. Et j'adore ce truc alors que c'est vraiment exactement l'inverse avec l'alcool, avec la drogue. C'est avant, en anticipation, c'est cool et tu kiffes. Dès que c'est passé, bah en fait, c'est un truc c'est un peu shameful, t'as honte du truc, tu kiffes pas. Alors que du coup, c'est marrant, c'est vraiment une logique qui est complètement inversée, quoi. Je suis plutôt focus sur ces trucs-là, même si bon, de temps en temps, il faut aussi s'accorder le petit truc un peu cool et c'est nécessaire. Mais la majorité, maintenant, j'ai envie que ce soit ces trucs qui sont durs à aller chercher, que tu t'imposes, entre guillemets. Les gens me disent souvent aussi ça. Ça, c'est un truc que tu m'avais dit, Pierre, qui m'avait aussi marqué. Mais le truc de se mettre des limites comme ça, de se restreindre dans la vie. Les gens se disent souvent, ah, le côté discipline, c'est incroyable, etc. Mais encore une fois, quand tu sais pourquoi tu le fais et ce que tu gagnes derrière, en fait, tu as envie de le faire. Moi, tous les matins, je me lève, je kiffe, en fait. Je sais que ce que je suis en train de construire ma vie, que c'est des choses qui sont bonnes pour moi. Et à aucun moment, je le subis, ce truc-là. Et souvent, les gens me disaient, ah, c'est pour ça que le bravo, il me gêne sur l'année sans alcool, limite. Parce que souvent, on me disait, ah, bravo, et t'arrives à tenir? C'est ça la question. T'arrives à tenir? Ben ouais, enfin, j'ai juste. Là, tu me donnes un verre, il faut me forcer à le boire, quoi. J'ai juste pas du tout envie de le boire, quoi. Donc, ouais, c'est marrant. Après, tu as des bravos. Moi, personnellement, le bravo, et d'autres personnes pourraient te transmettre et te donner, c'est surtout parce que tu as suivi une discipline, Ouais, tu vois. c'est sûr. C'est plutôt ça. Et même discipline et même pression sociale, comme tu as pu le dire tout à l'heure, Pierre. C'est plutôt ça, ce bravo-là, d'être passé au-dessus de tout ce qu'on peut t'imposer. Et peut-être qu'il y a des personnes qui te connaissent très bien. Moi, je te connais un petit peu. Et si je te dis bravo, c'est aussi parce que justement, tu as ce terrain-là addictif. Donc, c'est aussi valoriser l'effort, c'est important. Sinon, si à la fin de l'année, tu n'as aucun bravo, je pense que tu peux te le donner à toi-même et c'est le plus important. Mais c'est aussi important pour l'ego aussi de se dire, Non, c'est sûr. j'ai réussi à, tu vois. C'est sûr. Et Enfin, c'est vrai que ce côté discipline et fierté, c'est un des trucs qui me drive, tu vois, aussi. En vrai, en toute
franchise, il y a un truc d'ego, tu vois. Le fait de pas boire, c'est vrai que c'était un petit truc un peu spécial, tu vois, qui m'appartient, qui me rend un peu différent des autres aussi, tu vois. Et c'est vrai que j'aime bien ce côté. J'aime bien ce truc, tu fais un truc un peu à contre-courant et ça questionne et c'est intéressant. Donc oui, tu vois, c'est sûr qu'il y a un petit fond d'ego final. En fait, c'est le mérite, hein. On y revient, mais le mérite, il est fait de, de, d'instants de choix, encore une fois. C'est-à-dire que ces gens-là qui te disent ah bravo, moi j'y arriverai pas, d'abord ils n'ont pas essayé, et puis surtout ils n'ont pas choisi, je pense, d'être soit dans une discipline, soit même de finalement boire, quoi. Ils se laissent juste aller avec le flow, quoi. Voilà, parce que c'est comme ça, et puis voilà, il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de réflexion forcément. Euh, voilà, non, non, ah oui, bah, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent pas, c'est un peu le problème. Bon, c'est un autre podcast. Mais, mais finalement, par rapport à ce que tu disais, j'ai un peu perdu le fil. Euh, oui, non, tu retires beaucoup plus. Alors moi, je sais pas si c'est de l'ego. Alors forcément, il y a de l'ego qui joue, puisque et voilà, hein, l'ego est présent. C'est dur que c'est évident que lâcher complètement, bon, même si je pense que c'est la clé, hein, de tout. Hein. Voilà, de la sagesse absolue, c'est abandonner complètement l'ego. Voilà. Mais en même temps, il faut qu'il existe, il faut le. Enfin voilà, c'est difficile. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que tu tires évidemment plus de satisfaction d'un choix, d'une action qui t'a demandé de l'effort et qui finalement, sur un temps plus long, apporte rétribution que quelque chose qui est presque un non-choix finalement, qui t'amène un plaisir instantané, euh, très fort, mais qui derrière n'aboutit à rien, quoi, dont tu ne peux tirer aucun mérite. C'est d'ailleurs un peu le problème des réseaux sociaux et de toutes les addictions globalement. Et j'allais y venir du coup, on en a parlé, mais de la pornographie. Voilà, il y a un petit peu. Voilà, j'essayais de. Voilà, j'essayais de faire la transition. Et c'est exactement la même chose, mais c'est-à-dire que, tu vois, Laura, tu disais, Thomas, t'as un petit terrain addictif. Tu le sais. Moi, typiquement, non. Qui n'est pas problématique, hein, je tiens à le préciser pour les gens. Parce que là, je passe par un Non, non, énorme non, non, clavier mais de non, 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 notification, mais comme beaucoup de gens, faut pas croire, hein, voilà, les gens qui fument, qui se rongent les ongles, ça peut être des petites choses, t'es pas obligé de tomber dans l'héroïne, quoi, je veux dire, c'est comme ça. on a peut-être probablement tous nos petits trucs d'ailleurs. On a tous sûrement un petit peu nos petits trucs, mais je sais que voilà, par exemple, moi, mon terrain addictif est très peu développé, je me suis jamais bouffé les ongles, je fume pas, je bois pas de café, et je le fais pas par choix, là, je le fais juste parce que... Non, même l'alcool, même si... Non, non, je suis pas parce que je crois que je suis pas quelqu'un trop d'excessif de manière générale et surtout parce que voilà, même quand j'étais jeune, les jeux vidéo, j'accroche pas à ces trucs, je tombe pas dans ces mécaniques d'addiction, pas trop. Sauf deux choses, voilà. Et du coup, n'ayant pas ce terrain addictif, ça me brutalise quoi, voilà, de m'en rendre compte, mais je suis obligé de l'accepter et de l'entendre. C'est le téléphone et les réseaux sociaux. En l'occurrence, là, je travaille en ce moment pour justement un petit peu m'en détacher. Mais c'est dur, ouais, ouais, on met des petites choses en place. Il vient de pousser son téléphone en plus, donc le langage non verbal parle de lui-même. En 10 ans, Évidemment, évidemment. Et le porno. Et le porno, évidemment, le porno. Le porno qui, je pense, en plus, est encore plus violent, et je pense que c'est pour ça qu'on en tombe facilement addict, est encore plus violent d'un point de vue euh, de l'impact hormonal et physique que ça a sur toi. C'est-à-dire que vraiment, bon, alors on va aller plus loin, on va déconstruire le pourquoi, mais l'intensité du moment est hyper, hyper intense, et le après est terriblement décevant, quoi. Voilà. Terriblement décevant. Et surtout, il te déconnecte de la réalité, mais complètement, quoi. Voilà. Et ça t'aplatit, quoi, physiquement,
intellectuellement, c'est terrible. Hein. Alors, le sujet est très intéressant. Si je dois parler de moi, même si je ne suis pas très à l'aise de parler de moi sur ce sujet-là, même si en soi, il n'y a pas tellement grand-chose à dire, c'est que... non, mais oui, dans le sens où... dans le sens où... mais justement, en fait, je suis, je pense, très spéciale. Parce que moi, voilà, si je dois vraiment parler de ça et je me remets mon pantalon parce que je ne suis pas à l'aise, moi, ça va être tout simplement la voix. Donc moi, c'est pas le visuel. Et je sais que les hommes sont très visuels. Donc moi, c'est... Et puis, alors, je sais, moi, je préfère que la voix. Donc, c'est-à-dire que je n'écoute que des voix masculines. Et voilà. Qu'est-ce que tu vas faire de notre podcast? Pas mal. Non, là, c'est autre chose. C'est dans un autre registre. Mais c'est pas mal. C'est bien lancé, Pierre. Donc la voix, parce qu'en fait, le visuel, la pornographie en tant que femme, moi, personnellement, oui, ça peut être excitant, oui. Mais alors moi, je me pose toujours la question, et c'est ce que je pose à tous mes amis, et je vais vous la poser. Mais alors déjà, on va choisir une catégorie. Donc, on va choisir quelque chose qui nous plaît de faire, et on va le voir. Alors, moi, je me pose la question, la frustration de voir quelque chose qu'on a envie de faire. Moi, c'est ce qui m'arrive à chaque fois que j'en regarde, parce que justement, c'est pour ça que je n'en regarde pas. Parce qu'il y a la frustration après de se dire, bah ouais, je suis chez moi toute seule, et je suis chez moi tout seul. Donc, qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc moi, ça ne m'apporte pas la même chose que vous. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas une addiction pour moi. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Il n'y a pas une frustration après, ou même pendant. Moi, c'est plutôt pendant. Je regarde, je dis, bah oui, mais c'est très bien, il s'amuse, magnifique. Oui, mais du coup... En fait, oui, mais... Et c'est ça que peut-être tu ne comprends pas et que certaines femmes ne comprennent pas non plus, c'est que la frustration, en réalité, elle est avant. Et c'est pour ça qu'on va vers le porno. On va vers le porno parce qu'on est des putains de frustrés. Parce qu'on est, en fait, finalement... alors, je sais pas d'où ça nous vient, mais il y a une espèce d'injonction, un peu, quand même, en tant qu'homme, à aller vers la puissance, la sexualité, etc., mais que la réalité est tout autre, que c'est difficile d'aller vers les femmes et c'est encore plus difficile d'obtenir un rapport sexuel avec une femme. Donc en fait, la plupart des hommes sont dans la misère sexuelle, c'est très dur à vivre puisque c'est quand même quelque chose dont tu peux difficilement te départir à moins d'être un grand moine bouddhiste, et encore, voilà, et encore. Et donc en réalité, la frustration, elle est d'abord en amont. Et c'est ce qui nous fait d'ailleurs avoir ce rapport un peu incontrôlé, un peu malsain à la pornographie. C'est parce qu'on est comme ça épris d'une envie, d'un besoin, d'une pulsion, d'une forme de pulsion qui nous vient de l'intérieur. C'est hormonal, c'est physique, on est frustré. Et parce qu'on est frustré, on se tourne vers la pornographie et qui nous frustre d'autant plus pendant, puisque finalement on n'a rien eu, hein, qu'une espèce de... son nom l'indique. Le plaisir est éphémère finalement. Le plaisir est totalement éphémère puisque il n'y a pas eu... Les hormones sont factices en fait. Elles sont totalement... d'après ce que j'ai lu dans une étude d'une sexologue qui disait que toutes les hormones qui vont être ressenties après la masturbation, qu'elles soient masculines ou féminines, mais c'est quand même différent entre les deux sexes. Il y a la frustration après, mais ce n'est pas de véritables hormones, puisque tout ce qui est endorphine, ocytocine, donc c'est l'hormone de l'amour, elle est procurée uniquement par le toucher. Et aussi, même en termes d'énergie, si on est un peu dans la démarche ésotérique, même biologique, au niveau pragmatique et cartésien, c'est par le toucher et par la connexion de deux corps, en fait. Évidemment, la masturbation, c'est quelque chose de très... Animal, mais le sexe à deux pourrait être aussi très animal. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une forme d'isolement, c'est une forme de solitude un peu triste en réalité. Évidemment que l'amour, c'est quelque chose qui se partage, c'est le propre même de l'amour. Hein. Et l'amour s'exprime à travers aussi la sexualité, le rapport charnel aux choses. Évidemment, la masturbation, dans une logique de découverte. Et encore une fois, moi, je vois la masturbation comme les réseaux sociaux, comme une espèce une gratification instantanée qui apporte très peu de plaisir et qui n'a demandé que trop peu d'investissement finalement. Et le porno, c'est ça aussi.
C'est-à-dire que c'est accéder facilement à quelque chose qui nous paraît être agréable alors que pas tellement, quoi. Moi, je voudrais juste poser une question, parce que vous êtes des hommes, et du coup, c'est la facilité. Après, non, non, vous êtes pas là. Je pense aussi, et j'en discutais avec beaucoup d'hommes qui me disaient, mais en fait, je n'arrive pas à me remettre en question moi. Je n'ai pas assez d'assurance et assez de confiance en moi pour aller voir une femme, donc je n'ai tellement pas, on parlait de manière poliment, mais je n'ai pas les cojones pour aller voir une femme. Je ne me sens pas, j'ai pas assez travaillé sur moi physiquement, ou je ne plais pas aux femmes, ou j'ai pas travaillé sur moi, sur mon assurance, sur ma posture, sur ma tenue vestimentaire. Il y a tellement de choses qu'on peut améliorer en tant qu'homme pour plaire aux femmes, qu'en fait je sais tellement que je ne fais pas partie de l'idéal féminin, que du coup j'ai pas envie de me remettre en question, je n'ai pas envie de faire d'efforts, donc je vais vers cette misère sexuelle dont tu parlais tout à l'heure, parce que du coup j'ai pas assez de, on va dire, assez de volonté et assez de courage pour me remettre moi en question. Et même, je sais qu'aller voir une femme, et il y a tellement d'énergie, en fait, finalement, que l'homme doit mettre à profit d'une femme pour acquérir le rapport sexuel, qu'en fait, c'est parfois juste impossible de le mettre en place parce qu'ils n'ont pas cette force-là. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Je suis je suis beaucoup d'accord avec un peu tout ce qui a été dit. Je pense qu'il faut remettre les choses à leur place et déjà comprendre d'où ça vient. Parce que en fait, c'est un problème générationnel, ce truc-là, le porno, de notre génération, finalement. Et je pense que d'ailleurs, on n'a pas fini de voir les dégâts énormes que ça fait sur les cerveaux masculins. Et le porno VR maintenant qui va arriver. Il y a les robots aussi, on en parle beaucoup. les poupées et tout, enfin, il y a des gros... Mais même pour les femmes d'ailleurs, c'est ça qui est triste. le point de départ, c'est en fait le fait qu'à l'adolescence, tu as un manque d'éducation sexuelle qui est béant, en fait, avec aucune structure qui a pris en compte ces aspects-là. En fait, l'école, en fait, t'en parles pas, c'est assez tabou. Moi, je viens d'une famille assez conservatrice, plutôt catho, on oublie, on parle pas du tout de ça. Donc au final, ton éducation sexuelle, tu l'as fait un peu avec tes potes. À ces âges-là, quand tu as 12-13 ans, bah en fait, ça parle pas, c'est pas, on ne passe pas les bons messages. Et après, derrière, c'est quoi ta ressource? Bah, c'est l'ordinateur et c'est Internet. En fait, on a tous exploré. Moi, je me vois, petite anecdote marrante, je me vois taper, premier truc, chat poilu, vérité, sur l'ordi de mon père à peut-être 11 ans, truc comme ça, tu vois. Juste pas, mais je savais même pas en fait, tu vois, c'est juste que j'avais entendu le truc, je savais pas du coup ce que c'était et par curiosité, voilà, je crois que c'était, tu vois, mon premier souvenir de, mais parce que l'ordinateur a facilité ça, tu vois, et c'est le porno. T'as eu ce qu'il fallait, t'as pas eu l'animal. Il y avait un peu des deux de mémoire. Non, et du coup, voilà. Donc, c'est un problème de l'informatique et de Internet qui a en fait complètement exacerbé ce truc-là. Avant, tu avais un peu des magazines et tout, mais c'était pas le même sujet. Et le problème pour moi du porno, c'est le fait que ton cerveau de Néandertal humain n'est pas fait pour être stimulé de cette manière-là par des centaines de femmes incroyables. Et du coup, déjà pour moi, ça change ton rapport aux femmes derrière, parce que évidemment, ça te met des schémas dans la tête mentaux qui, quoi qu'il arrive, s'impriment, et on va quand même, avec le porno, vers des choses de plus en plus violentes, je trouve. Donc voilà, et après il y a différents niveaux, mais dans tous les cas, et tu le disais, c'est pas la vraie vie, et donc voilà, je trouve que maintenant, nos schémas sont ces schémas-là. Il n'y a plus rien d'autre en fait, il y a plus cette place-là, quoi. Et ensuite, l'autre truc, c'est que du coup, comme notre cerveau est surstimulé, enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, moi j'en fais pas trop partie, mais ça a quand même pu m'arriver de pas finir quand je faisais l'amour avec une meuf, d'avoir ce truc où en fait, ouais, plus assez stimulé quand je baise avec une meuf, parce que je suis tellement habitué à un surshoot en fait de stimulation sexuelle, parce que tu vas passer je sais pas combien de meufs, que en fait la meuf qui est même très sexy et tout en face de toi, ça suffit plus, même en vrai, tu vois. Donc c'est là où je trouve que c'est hyper destructeur dans ton rapport à toi-même, parce que tu as un truc d'addiction, dans ton rapport aux femmes, parce que du coup ça change tes schémas, même ta manière d'aborder les femmes et tout. T'es dans un truc où ouais, la femme est quand même pas hyper mise en valeur, tu vois, dans le porno. Donc
Donc voilà, donc c'est un peu pour tout ça que je trouve que c'est problématique, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que il y a une misère sexuelle, etc. Certes, mais elle pourrait être aussi orientée ailleurs, ce truc-là. Alors, c'est juste que maintenant, comme c'est facile et que c'est le quick win, ben, c'est le porno, quoi. Oui. Merci de nous avoir écoutés. C'était l'esthète. Euh, non, plusieurs choses en fait sur la problématique du pourquoi on irait vers le porno parce qu'on n'est pas assez éduqué, etc. Ça, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire parce que l'homme avec un grand H, donc l'humain, quoi, a euh, de manière, je pense, assez naturelle une prédestination à la luxure, au vice et à sa capacité à les exploiter dans les plus sombres aspects. On n'a pas eu besoin de la pornographie pour faire des trucs ultra hardcore pendant le Moyen Âge, la Grèce antique et je ne sais quelle autre pratique terrible. Voilà. Je veux dire, on en parlait juste avant de démarrer le podcast, les grandes orgies grecques entre hommes, femmes, euh, voilà, les grandes fêtes de Bacchus n'ont jamais été motivées par la pornographie. Et je pense pas qu'ils avaient des cours d'éducation sexuelle à l'école primaire. Voilà. Euh, donc je pense pas que ça soit une raison. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu besoin de ça pour qu'on se découvre entre hommes, entre femmes, qu'on découvre les plaisirs de la chair, voilà, dans une logique plus ou moins saine quand même. Je pense pas qu'on ait besoin de ça. Bon. Maintenant, il y a le porno. Moi, je fais comme toi, partie de cette génération où ben, y a un grand frère qui nous a montré très tôt, trop tôt. Voilà, puis après, bon, bah, magazine de la Redoute, puis les téléphones, voilà, les vidéos par Bluetooth sur le téléphone, et puis après, oui, du porno, et puis après, ben, tu regardes au début deux lesbiennes s'embrasser, et puis ça part très vite sur des choses beaucoup plus graphiques, explicites. Donc ça, voilà, sur la raison, je sais pas, je pense que juste il y a un gros problème sur l'accès qui est trop facilité, je pense, à la pornographie. Euh, Ça, je pense que c'est un des éléments sur lesquels il faudrait travailler. En fait, faut empêcher les trop jeunes d'y accéder. Après, bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Plus tard, d'ailleurs, il y a dans le sexe, encore une fois, et on n'a pas attendu le porno, mais de nombreuses pratiques, on appelle ça les kinks, hein, voilà, maintenant, des trucs très très bizarres. Et je pense pas que ce soit le porno qui les ait fait émerger. Bon, peu importe. Autre point sur le rapport que ça, en tant qu'homme, jeune homme, enfin, à quel point ça nous impacte, euh, c'est aussi euh, que souvent on accède au porno avant de connaître la sexualité, complètement, vraiment. Et c'est ça qui nous déstabilise. Alors moi, j'en suis jamais arrivé au point, et Dieu m'en garde, hein, de pas réussir à éprouver du plaisir dans un rapport charnel avec une femme, mais j'ai pu sentir à un moment donné que c'est vrai, j'étais et j'actais euh, à travers quelque chose qui n'était pas complètement naturellement moi, mais plutôt qui pourrait être dicté par une représentation de ce que j'ai de l'homme et de la femme dans le sexe, et à travers la pornographie. Femme qui est en effet, tu le disais, souvent très pas vraiment mis en valeur, ou alors sous certains aspects qui sont pas des plus ragoûtants, on va dire. Non, non, voilà. Je sais pas si tu voulais continuer. C'est tout un sujet. Ouais. Je sais pas si j'ai quelque chose à rajouter, mais Alors, je pense que le mieux est sans doute de clôturer ce premier épisode avec Pierre et Thomas. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour la deuxième partie sur la chaîne de l'esthète.